Bonjour et bienvenue sur N-Provence. Nous allons vous proposer aujourd'hui un exercice un petit peu particulier, ce qu'on appelle un webinaire, un séminaire filmé sur un thème qui est celui de la qualité de la formation professionnelle. Alors, la qualité de la formation professionnelle, c'est vrai que la formation professionnelle est à elle seule un grand débat aujourd'hui en France, un grand débat médiatisé, les 30 milliards de la formation, l'adéquation entre cette formation et les demandeurs d'emploi, est-ce qu'ils trouvent aujourd'hui ce dont ils ont besoin, le fait que cette formation s'adresserait, paraît-il, un peu plus à ceux qui sont déjà dans l'emploi qu'à ceux qui en sont éloignés. Tous ces débats-là, c'est un petit peu la toile de fond de ce que nous allons vous proposer pendant une heure, mais nous allons insister sur un point, la qualité. Alors, autre point important, le nombre d'acteurs dans ce domaine de la formation. On sait qu'il y a l'État, on sait qu'il y a la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur pour nous, on sait qu'il y a Pôle emploi, et puis il y a des financeurs de la formation, il y a des organismes paritaires, et nous sommes aujourd'hui au FONGECIF PACA, qui vous propose donc cette animation. Alors, qui vous propose une animation tout à fait interactive, puisque vous allez avoir la possibilité, au 06 32 04 34 03, de nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce thème, la qualité de la formation, quoi de neuf au FONGECIF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour vous accueillir, Gérard Goron, qui dirige le FONGECIF PACA, et puis la directrice adjointe du FONGECIF Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a dit qu'on allait décliner les sigles aujourd'hui, donc on va commencer par décliner celui-là, Madame Catherine Bourguignon. Alors, Gérard Goron, pourquoi nous accueillir ici? D'abord, vous pouvez peut-être rappeler ce qu'est le FONGECIF, pour les personnes qui dirigent les centres de formation et qui nous regardent, mais aussi pour tous ceux qui peuvent être amenés à regarder cette émission sans trop bien connaître le contexte et le monde de la formation. Pourquoi donc nous accueillir aujourd'hui au FONGECIF? Et puis pourquoi ce thème de la qualité que vous avez choisi aujourd'hui pour ce premier webinaire? Alors le FONGECIF PACA, d'abord bienvenue, bonjour à tous ceux qui nous regardent, nous écoutent. Le FONGECIF PACA, c'est un organisme qui a deux grandes missions. Le conseil, dans le cadre du conseil d'évolution professionnelle, le conseil aux salariés, aux demandeurs d'emploi, à tous les actifs d'une manière générale. Ça, c'est une chose. Et puis, bien sûr, le financement des dispositifs que l'on connaît, le congé individuel de formation, la formation en temps de travail, le congé individuel de formation pour les CDD, et puis, bien sûr, aussi, ne pas oublier les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience. Ça, c'est la partie financement dont on va beaucoup parler à propos de la qualité. Et le FONGECIF PACA a eu l'idée de ce webinaire parce qu'on estime qu'on se doit de passer d'engager une transition numérique, comme on dit, c'est un mot un petit peu à la mode, mais bon, quand on regarde bien, on a intérêt à utiliser les outils qui sont ceux d'aujourd'hui pour toucher le maximum, être le plus efficace possible. Et on a pensé que plutôt que de faire déplacer 750 organismes de formation, c'est le volume d'organismes avec lesquels on travaille, en tout cas qu'on finance chaque année, sans compter les organismes de bilan de compétences. Faire déplacer 700 organismes de formation, c'était peut-être pas la meilleure solution. Et on s'est dit que si on utilisait ce moyen de webinaire, qui maintenant est un petit peu connu, rentre dans les mœurs, on pouvait toucher un grand nombre de personnes. Merci d'avoir répondu tous les inscrits suite à notre appel. Et puis l'avantage du webinaire, c'est qu'ils pourront garder et regarder pendant quelques semaines ce que nous allons faire aujourd'hui. Le temps que nous estimerons de la durée viable de cette émission, bien sûr, ils pourront le regarder à loisir. Tout à fait. Alors justement, parce qu'il va y avoir des événements très conjoncturels que vous allez évoquer, et donc comme tout ça va évoluer, on se donnera peut-être rendez-vous pour d'autres webinaires, mais en tout cas, on ne laissera pas en effet cette émission au-delà de certaines informations qui pourraient dans l'avenir se retrouver obsolètes. C'est l'occasion de rappeler que tout ce que l'on va dire là, pendant l'heure qui va suivre, c'est aussi un pari un petit peu pour nous, parce que ça aurait été plus facile peut-être de dire, voyez sur le site internet, tout sera expliqué. Oui. C'est pour rendre un petit peu plus vivant l'information, répondre aux questions en direct que les personnes présentes ne manqueront pas de poser sur le numéro SMS que vous avez donné. Et je voudrais ajouter aussi que, je termine mon idée, pardon, dire que ce qu'on va dire là est sujet à évoluer, forcément. On rentre dans un sujet complètement nouveau, même si on y travaille depuis quelques mois, et je l'expliquerai même s'il n'est pas entièrement nouveau, puisque tant les organismes de formation que les financeurs n'ont pas attendu le décret de 2015 pour se parler de qualité. Bien évidemment, on développera ça tout à l'heure. Je voudrais revenir sur cette transition numérique où on pense que des organismes comme les nôtres
se doivent d'aller vers les gens, se doivent d'aller vers le public, bien sûr le public des actifs. Je reparle du Conseil d'évolution professionnelle. C'est ce que nous avons essayé de faire avec le CEP Tour qui vient de terminer sa tournée. On ne rentrera pas dans les détails, vous aurez les informations sur la chaîne YouTube. Oui, mais il y a une notion de proximité qui est importante. Voilà, il y a une notion de proximité importante et d'être aussi à disposition et peut-être plus d'aller vers nos publics qui sont aussi les organismes de formation, mieux expliquer ce que nous faisons, mais aussi vers les entreprises. On a l'intention de multiplier des webinaires comme celui-ci en direction des entreprises. Et comme vous le savez, les chefs d'entreprise n'ont pas 2 heures à consacrer et 100 km à faire pour venir entendre parler de dispositifs, de possibilités offertes aux salariés, d'entretien professionnel ou même de formation. Notamment dans le tissu d'entreprise de TPE que nous avons dans la région, où il n'est pas toujours facile de s'organiser pour des opérations liées à la formation. Tout à fait, on y est très sensible à ça. Et on va multiplier ce genre d'intervention parce qu'on pense que c'est vraiment un moyen moderne maintenant de toucher le plus grand nombre et de la manière la plus efficace possible. Alors justement, la qualité, pourquoi ce thème-là en premier ? Parce qu'on va y venir, il y a, je dirais le mot, vous allez peut-être me corriger, un peu des injonctions dans la loi en disant là il faut vraiment qu'on fasse attention à la qualité dans la formation professionnelle, ou bien parce que ça vous tenait particulièrement à cœur. Et je reprends une question que vous avez un petit peu abordée, c'est pas d'aujourd'hui que vous vous intéressez à la qualité des formations. Bien sûr que non. Le FONGECIF PACA, comme les autres FONGECIF d'ailleurs, se sont préoccupés depuis très longtemps de la qualité des formations sous divers aspects. J'en prendrai ne serait-ce qu'un, c'est l'accréditation des organismes de bilan de compétences que nous menons chaque année pour notre part et qui consiste à partir d'un cahier des charges qui est assez précis et d'audits qui sont dispensés sur place chaque année, qui consiste à pouvoir dresser une liste des organismes de bilan, chaque année nous le faisons, qui attestent, sur laquelle on puisse attester qu'il y a une certaine qualité du bilan de compétences qui est dispensé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui nous a permis d'entrer dans le domaine de la qualité depuis maintenant plus de 10 ans. Oui. Mais j'ajoute aussi qu'on a depuis longtemps une relation avec les organismes de formation, ne serait-ce que par exemple sur l'individualisation, sur le positionnement avant l'entrée en formation. On a des sujets comme ça sur le coût des formations également, sur leur durée bien sûr. Oui. On a des sujets qui sont directement liés à la qualité. Parce qu'on estime que le chiffre d'affaires des organismes de formation en France doit pas être loin de 15 milliards maintenant. Je ne pense pas me tromper. J'avais le chiffre de 2013, mais qui était de 13 milliards, ça a dû un petit peu évoluer. Et je pense qu'on se doit, et c'est ce que la loi nous enjoint de faire, on se doit, tous les financeurs. Alors tout à l'heure, vous en avez oublié un, c'est la GFIP. Oui, bien sûr. L'association de gestion pour les personnes handicapées, en situation de handicap. Et on se doit, tous les financeurs, donc vous avez cité l'État, Pôle emploi, les OPACIF, les OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, on se doit de mettre en œuvre, je ne dirais pas de vérifier, mais de mettre en œuvre des dispositions qui permettent de se parler de qualité, et j'insiste là-dessus, tout au long du parcours de formation et tout au long des années pendant lesquelles les organismes de formation vont travailler avec nous, c'est-à-dire vont être financés. J'insiste là-dessus parce que c'est un sujet qui pour moi est très dynamique. On ne peut pas dire qu'au 1er janvier 2017, les choses seront posées et seront figées, certainement pas. Et je pense que depuis plusieurs mois que nous travaillons avec les OPCA et les OPACIF auprès du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, mieux connu sous le nom de FPSPP, pour ceux qui sont de la profession, et sous l'égide, bien sûr, du COPANEF, le Comité paritaire national pour l'emploi et la formation. On a dit qu'aujourd'hui, on déclinait tous les sigles, même si c'est un petit peu fastidieux. Transparence totale. Il y a plusieurs mois que nous avons travaillé de concert pour essayer d'avoir une approche harmonisée de cette question de la qualité de la formation, en tout cas de la capacité des financeurs à dispenser des formations de qualité pour rester extrêmement près du texte de la loi. Vous savez, dans la loi du 5 mars 2014, qui a quand même apporté le Conseil d'évolution professionnelle, CEP, le compte personnel de formation, CPF, cette dimension, l'entretien professionnel, ne pas l'oublier, cette dimension de la qualité est fait, je crois, 2 lignes dans la loi. C'est-à-dire que le législateur a voulu poser le principe que chaque financeur de formation professionnelle continue se doit de vérifier si, je retire le mot vérifier, excusez-moi, se doit de apprécier, s'assurer de la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation de qualité. À partir de là, tout un champ est ouvert, et c'est pour ça que tout le monde a attendu le décret avec beaucoup d'impatience, parce que vous imaginez qu'avec une telle phrase aussi vaste, et aussi flou peut-être,
pas tant que ça, néanmoins. Le champ des possibles était important et le décret est venu un peu préciser des choses, même si, bien sûr, il appelle tout un tas de questions. Donc, et de toute façon, derrière tout cela, l'idée, c'est que ce soit le bénéficiaire de la formation qui bénéficie de cet effort de qualité. N'oublions pas, l'essentiel, c'est que ça s'adresse à la personne qui va faire la formation. N'oublions pas l'objectif. Il y a deux objectifs dans une formation, si on peut les résumer vraiment très vite. Bien sûr, d'obtenir une certification qui va attester de compétences qui sont acquises, et surtout d'avoir, la plupart des personnes sont, en tout cas qui viennent au FONGECIF, les demandeurs de CIF, de formation en temps de travail, sont dans cette dynamique, une formation qui permet de réaliser un projet. Et souvent, le projet, c'est de retrouver un emploi, soit dans un métier que l'on connaît déjà, mais on a voulu évoluer professionnellement, soit de changer complètement de métier, ce qu'on appelle les reconversions. Alors là, on vient de parler du contexte de la qualité en général. Maintenant, on va parler du contexte législatif, parce que s'il y a des questions au 06 32 04 34 03, ça sera peut-être des questions justement sur ce qui change au niveau de la loi et sur ce qui va changer dans vos relations avec ces organismes de formation qui sont face à nous aujourd'hui, de l'autre côté de l'écran et des caméras. Alors, le contexte actuel, est-ce qu'on peut le rappeler en quelques mots sur le plan législatif? Alors, comme je disais, la loi du 5 mars 2014 est très succincte dans sa définition de ce qu'ont à faire les financeurs. En tout cas, la question est posée. Le décret est venu préciser un petit peu les choses sur la base de six indicateurs à vérifier. D'accord. Si on ne parle pas d'indicateurs, on parle de critères. Des critères. 6 critères à vérifier. Alors, certains critères sont relativement lisibles. Quand on demande, il faut que, je crois que c'est le dernier, il faut que l'organisme de formation s'assure d'une certaine manière d'avoir un retour des stagiaires qui ont été en formation, ce qui paraît la moindre des choses. Et je le rappelle encore une fois, je ne pense pas que les organismes de formation dignes de ce nom aient attendu le décret pour se mettre en mesure de vérifier ce genre de choses. Sauf que peut-être ça se fait d'une manière ou d'une autre, ça se fait à chaud, ça se fait à froid, ça peut se faire 3 mois après la formation, 6 mois après, avec des degrés d'exigence plus ou moins forts. Est-ce qu'on apprécie l'organisme de formation ou est-ce qu'on apprécie le formateur ou bien les formateurs? Est-ce qu'on apprécie la façon dont s'est déroulée la formation pour soi-même? C'est une sorte de satisfaction du bénéficiaire de la formation. On peut dire une sorte d'enquête de satisfaction, mais qui va être demandée. Alors nous, notre rôle ne va pas être d'éplucher ces enquêtes de satisfaction, mais déjà de demander à l'organisme est-ce qu'il en fait, les met en place, et de quelle manière ils les mettent en place, et éventuellement, j'espère bien, quelles conclusions ils en tirent, parce que bien évidemment, vous l'avez rappelé, tout ça doit servir au final le bénéficiaire. Le bénéficiaire de formation, et plus la formation sera de qualité, je pense que les organismes ont compris qu'ils avaient intérêt à ce qu'on s'intéresse à ce sujet, parce qu'ils sortiront grandis du fait qu'on puisse dire, les financeurs principaux de la formation professionnelle continue apprécient la qualité des formations, et nous, on est là, le FONGECIF PACA, comme les autres FONGECIF, comme les autres passifs et les OPCA, le sigle, je l'ai déjà... Oui, tout à fait. Les collecteurs, voilà. Les collecteurs, voilà, puissent travailler de concert et au moins, pour cette partie-là, soient homogènes. Alors, je voudrais dire tout de suite une chose. Dans un monde idéal, on aurait pu se dire, l'État a qu'à se mettre autour de la table avec les régions, avec la GFIP, avec le Pôle emploi, avec les OPCA, les OPACIF, ça aurait été merveilleux. Sauf que ce genre d'acteurs, déjà, sont coordonnés à un certain niveau. Ils le sont au niveau du CNEFOP, Conseil national pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Merci, les SIG, c'est vraiment difficile. C'est quand même l'organe, on y reviendra sur le sujet, d'abord qui est quadripartite, un partenaire social État-région, ce qui est bien. Donc avec d'autres acteurs. Ça, c'est l'organe qui coordonne l'ensemble. Voilà, au niveau national, il coordonne les politiques sans imposer, sans dire on se met tous autour d'une table et puis c'est comme ça, il n'y a pas une tête qui dépasse. Je pense que ça n'aurait guère été possible dans les faits parce qu'on voit bien que le travail est ardu et chacun des financeurs doit déjà faire un travail homogène en son sein pour pouvoir échanger ensuite avec les autres sur la manière de faire. Au moins les OPCA et OPACIF, sous l'égide du COPANEF, Comité paritaire national emploi-formation, et avec l'aide du FPSPP, au moins les OPCA et FONGECIF, OPACIF, dont les FONGECIF, se sont mis d'accord sur un certain nombre d'indicateurs relativement précis qui vont permettre d'apprécier les 6 critères du décret et de les décliner.
il n'y aurait rien de tel que de dire à un organisme de formation, écoutez, nous, FONGECIF PACA, c'est plutôt comme ça qu'on s'y prend. Le FONGECIF X, ce sera plutôt comme ça. Et si vous allez voir l'AGEFOS ou l'OPCALIA, pour ne citer que, ou l'OPCAIM, vous voyez. Donc une sorte de tronc commun, on pourrait dire, en fait. Voilà. On a eu une base qui est commune à tout le monde. Une base commune à tout le monde sur laquelle les organismes vont pouvoir s'appuyer pour dire, au moins, sur ce champ-là, il y a une cohérence d'action. D'accord, sachant que derrière il y a aussi un traitement administratif, donc c'est aussi quelque chose qui, là aussi, un peu, on y reviendra, c'est un point qu'on évoquera, peut-être simplifier ce côté bureaucratie un peu compliqué de la formation. On ne veut surtout pas de bureaucratie, c'est pas ce qui est souhaité. Ce serait tellement facile de demander à chaque organisme, écoutez, faites-nous un dossier ad hoc, on va vous montrer, ça va faire 100 pages, ça va être très simple à faire. On ne veut surtout pas de ça. Et on parlera de l'initiative très intéressante qui a été prise par les OPCA au passif, le Datadoc. D'accord, on fera un point tout à fait précis là-dessus. De répondre à cette peur peut-être de bureaucratie. Alors, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, on dit, bon, à partir du moment où on met un système en place, même si c'est un système qui n'a, entre guillemets, qu'un tronc commun, est-ce qu'on n'est pas, parce que c'est aussi des choses qu'on entend dans le monde de la formation aujourd'hui, dans un système qui vise à ne garder que ceux qui sont très organisés, qui ont la possibilité d'avoir des systèmes administratifs en leur sein, et puis que finalement, on ne va pas trop favoriser les petits dans la formation. Et pourtant, dans les petits, il y a des gens qui, sans doute, font des formations très pointues et qui sont essentielles au dispositif. Vous avez raison de le souligner, il faudra être très attentif à ça, parce que pour nous, en tout cas, il est hors de question d'écarter de petits organismes avec un chiffre d'affaires modeste. C'est pas péjoratif petit, seulement sur le nombre de personnes qui travaillent. Avec un chiffre d'affaires modeste, qui, on le sait, travaillent sur des secteurs très pointus et ont besoin de continuer, à la fois, bien sûr, pour les bénéficiaires et pour eux, ont besoin de continuer à travailler. Il est hors de question d'imaginer que sur les 80 et quelques mille organismes de formation qui sont aujourd'hui déclarés en France, dont je crois la moitié seulement en font le principal de leur activité sur la formation, il faut s'empresser de le souligner. Il est hors de question de considérer que, sous prétexte de qualité, on va empêcher certains de pouvoir travailler, en quelque sorte, et de proposer leurs services. Vous savez, c'est un petit peu comme le code du travail avec les... c'est un petit peu comme le code du travail avec les petites entreprises, les grandes entreprises. Bien sûr. Ouais. Là où vous avez des RH, l'information sera plus fluide, passera mieux. Là où vous avez une petite boîte, peut-être il faut s'organiser différemment. En tout cas, au FONGECIF PACA, c'est la première chose que l'on s'est dit, il est hors de question que ce soit un frein au développement de la formation, et ça, on y veillera très précisément. Et si je peux compléter, je ne pense pas que ce soit les petits organismes qui soient les plus démunis en matière de qualité. Parfois, ils sont vraiment très organisés, avec des programmes très précis, des référentiels qui sont précis aussi. Donc on n'a pas d'a priori sur petits organismes ou grands. Voilà. Et sur cette qualité, pour en terminer avec ces introductions un peu générales, là, on est à peu près certain que personne n'est dans les trous de la raquette. On a à peu près une offre qui correspond à tout ce que les gens demandent aujourd'hui, soit en formation, soit en reconversion. On ne peut pas le dire. Vous savez que les régions, notamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a travaillé sur ce qu'on appelle les métiers en tension. Oui. Certainement improprement, parce que la notion revêt beaucoup de difficultés qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Et on sait qu'il y a une offre de formation qui est manquante pour certaines qualifications, notamment je pense à la transition numérique, la transition énergétique, la transition écologique aussi. On sait qu'il y a une offre de formation qui est absente pour un certain nombre de demandes des entreprises. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Alors, on a déjà des premières questions qui arrivent. Je vous propose simplement qu'on prenne la première question une fois qu'on aura vu un petit film qui va résumer tout ce que nous avons dit. On va regarder ce film un peu synthèse de tous les propos de Gérard Goron et de Catherine Bourguignon. Et puis on se retrouve avec la première question. Les images, merci. Des actions en faveur de la qualité de l'offre de formation existent de longue date dans les FONGECIF. Aujourd'hui, cette mission de développement de la qualité devient une obligation juridique et elle est intégrée à l'objet social OPCA et OPACIF, au rang desquels les FONGECIF. Elle est même une de leurs raisons d'être depuis la loi du 5 mars 2014. Comment contribuer au développement de la qualité ? Les FONGECIF auront l'obligation d'identifier sur un catalogue de référence les organismes de formation. C'est notamment au FONGECIF de s'assurer de la capacité des organismes à dispenser une formation de qualité conformément aux 6 critères du décret.
Ce catalogue doit être public. Pour y parvenir, les FONGECIF devront préciser leurs indicateurs qualité et les partager avec les organismes de formation. Les bénéficiaires devront être partie prenante aux conventions conclues entre les FONGECIF et les organismes de formation. L'engagement mutuel de l'ensemble des parties est une clé de la mission qualité. Pour y parvenir, les contrats tripartites formalisés et déployés devront préciser toutes les obligations de moyens et de résultats. Il faut noter qu'en cas de non-respect de ces obligations, le dispensateur pourra encourir des pénalités contractuelles. Les FONGECIF devront renforcer le suivi du service rendu. L'organisme de formation, son organisation et le déroulement de l'action feront l'objet de contrôles. Pour y parvenir, les FONGECIF devront renforcer leur pouvoir de contrôle a posteriori, sur place ou sur pièce. Au-delà des process qualité, la qualité dépendra surtout du renforcement de l'appui conseil aux bénéficiaires. La raison d'être des FONGECIF a toujours été d'accompagner les bénéficiaires dans leur réflexion sur leurs projets de formation et plus globalement sur leurs projets professionnels. Aujourd'hui, avec l'arrivée du Conseil en évolution professionnelle et la nouvelle offre de services des FONGECIF, les FONGECIF auront l'opportunité de renforcer leur position d'intermédiaire avec l'offre de formation. Est-ce que la formation est pertinente par rapport aux besoins et objectifs du bénéficiaire? Est-elle adaptée à son profil? La durée et le coût de formation sont-ils cohérents au regard des objectifs comme des prix du marché? Un plan d'action interfinanceur OPCA-OPACIF, initié par le COPANEF et le FPSPP, est en cours afin de faciliter les relations entre financeurs et organismes de formation. Sur la base de ces travaux, le chantier A des FONGECIF proposera en 2016 des outils communs et partagés pour le réseau. Au 1er janvier 2017, l'ensemble des composantes de la qualité devront être mis en place. En résumé, pour le succès de la mission qualité, il est important de mieux définir nos attentes en termes de qualité et les partager avec les organismes de formation, renforcer le suivi de la qualité des formations financées et surtout, développer l'appui conseil aux bénéficiaires. Voilà un petit mot sur ce film, Voilà, déjà quelques notions méthodologiques. Vous voyez, quand on parle de transition numérique, voilà, c'est une habitude qu'on commence à prendre maintenant d'expliquer les choses par l'image, de façon très simple, pour mettre un peu en scène. Bien sûr, c'est pas complet, il faudra y revenir. Mais je voudrais dire que cette vidéo était faite à l'initiative, c'est indiqué dans la vidéo, du COPANEF, à travers les travaux du fonds paritaire, avec les OPCA et les OPACIF. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre le lien qu'il y a entre la qualité qui est recherchée, la qualité de la formation, et le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. On ne peut pas dissocier les deux. Et nous, on pense que, notamment, une des évolutions du métier de conseiller aujourd'hui en évolution professionnelle, en tout cas dans les FONGECIF, ça va être de s'emparer de cette question de la qualité, ils ont déjà commencé à le faire, pour pouvoir dialoguer avec l'organisme de formation bien en amont du fameux dépôt de dossier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut monter un peu un dossier avec des papiers, mais qu'on puisse parler de parcours pédagogique et de propositions pédagogiques avant que le dossier n'arrive au FONGECIF. Ça, ce sera le rôle du CEP. Voilà, donc tout ça a une cohérence globale, on l'a bien compris. Alors, la première question qu'on nous pose, on nous demande d'être clair sur les 6 critères de la loi. Là, vous en avez cité tout à l'heure un. Alors, je pensais que... peut en citer d'autres ? Je pensais que nos internautes, sans vouloir être un peu... Je pensais que nos internautes avaient mis quand même le nez dans le texte, parce que c'est un décret qui fait 1 page et demie. Il est très court. C'est pas mais nous sommes là pour ça aussi. Mais on peut réexpliquer, les reprendre. Bon, le premier, c'est le programme pédagogique. Les objectifs de la formation, l'adaptation au public formé, les dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique, les dispositifs d'évaluation de la satisfaction des apprenants. Il y a un certain nombre, il y en a 6. Donc oui, j'invite nos interlocuteurs à les connaître. Parce que ces 6 critères, c'est plutôt le fait d'insister sur des points qui existaient déjà, mais de dire là, c'est quand même les 6 points principaux, ou bien c'est une révolution. Il n'y a rien de révolutionnaire. Non, il faut le souligner, vous avez raison. Les rassurer sur ce point-là. Il faut le souligner, vous avez raison. Je pense que quand le premier critère, c'est d'avoir un programme pédagogique,
avec des objectifs identifiés de la formation et son adaptation au public formé. Tous les mots ont leur importance. J'invite ceux qui ne l'auraient pas fait à bien lire ce décret parce qu'il renferme quand même l'essentiel de ce qui va nous animer dans cette dynamique pour faire évoluer cette question de la qualité de la formation. Là, on nous dit les critères sont-ils cumulatifs, forcément? Bien sûr, ils sont cumulatifs, bien sûr. Quand vous voyez la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés de la formation, ça apparaît être la moindre des choses. C'est déjà quelque chose qu'on nous demande, par exemple, quand on accrédite un organisme de bilan de compétences, d'avoir le CV des personnes qui font. Ce ne sont que des indications qui vont permettre ensuite de travailler. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici de monter des dossiers pour être référencé sur une liste ou une autre. J'insiste là-dessus. Il s'agit de se mettre en conformité avec des textes, là on est dans le légal réglementaire, mais surtout après de pouvoir engager un dialogue avec l'offre de formation, le financeur et le bénéficiaire. Quand vous avez l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public des stagiaires, on demande à l'organisme de réfléchir, s'il n'a pas déjà fait, je pense que beaucoup l'ont déjà fait bien sûr, de réfléchir à la façon dont par exemple on va individualiser le parcours. Tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde ne rentre pas à la même date en formation. On peut considérer que si une personne de 40 ans avec une certaine expérience professionnelle se retrouve, comme c'est souvent le cas avec un jeune de 24 ans en contrat de professionnalisation, lui, peut-être ils n'ont pas le même parcours prévisible dans la formation. On peut s'interroger. Dire qu'il y a un lien avec cette notion un peu d'indépendance, une formation pour chacun. Hein. C'est un peu le principe de cette loi. Vous savez, il y a dans la loi quelque chose qui a peut-être échappé à beaucoup. On y parle de blocs de compétences. Qu'est-ce que c'est les blocs de compétences? On avait coutume, toutes ces années, de demander aux organismes de formation de modulariser leur parcours de formation. C'est-à-dire, plutôt que de faire un bloc homogène de 800 heures de formation, par exemple pour aller sur un BTS, on leur demandait de faire des modules pour qu'on puisse apprécier si la personne, je reviens à ma personne de 40 ans, avec une certaine expérience professionnelle, avait besoin de faire tous les modules. Ils savaient que quelquefois, on pouvait le dispenser d'un certain nombre d'heures de formation. Ça, c'est qu'un aspect des choses. Aujourd'hui, on parle de bloc de compétences, ce qui est quelque chose de plus subtil, parce que, et d'ailleurs l'Éducation nationale a déjà commencé à travailler sur ces diplômes dans ce sens-là, on va regarder comment, dans une même certification, au sens du RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, au sens du RNCP, comment une certification peut être découpée en blocs de compétences qui sont un rassemblement de compétences de manière homogène, groupée, cohérente. Hein, le RNCP en a donné une définition, afin de permettre d'ajuster dans l'avenir la formation au plus près des besoins des personnes pour qu'elles acquièrent le titre, bien sûr, mais pas forcément 800 heures. D'accord. RNCP, Registre national des certifications Répertoire national des certifications professionnelles qui est mené par le CNCP, la Commission nationale de la certification professionnelle, que tous les organismes de formation connaissent bien, puisque c'est une des conditions pour figurer sur les listes éligibles aux comptes personnels de formation. Alors, on continue sur les questions. Hein. Pensez-vous qu'une démarche qualité avérée, alors là, il faut que vous m'expliquiez, un type OPQF, ou normes ISO, confère une présomption de conformité au décret. Alors, présomption de conformité au décret. Bien sûr. Alors, il y a eu des travaux là-dessus. Alors, donc, des gens qui disent, moi, j'ai déjà des certifications, donc je n'ai pas forcément besoin de montrer patte blanche. Si on remonte au CNEFOP, hein, la Commission nationale emploi, formation, orientation professionnelle, qui est l'organe un peu qui pilote de manière coordonnée les différents acteurs, ils ont eu la sagesse de définir des labels et certifications. Aujourd'hui, il y en a 21 qui sont identifiés, labels et certifications, qui permettent de simplifier un petit peu la démarche, ou en tout cas de la simplifier dans un premier temps en disant il est normal que des gens qui ont fait, des organismes de formation, qui ont fait l'effort d'être ISO quelque chose. Donc c'est une qualification déjà de qualité en fait. Hein, c'est déjà une définition de qualité, OPQF en est une autre. Ce ne serait pas normal que ces organismes-là soient traités comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Donc ces organismes-là, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle une présomption simple de qualité, ce qui ne les dédouanera pas de remplir les conditions des indicateurs, des 21 indicateurs dont on parlait tout à l'heure, et qui vont permettre d'apprécier, parce que c'est pas parce qu'on est au PQF qu'on a absolument travaillé tout ce qui était nécessaire sur l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique, d'individualisation, vous l'imaginez. Je rappelle de plus, peut-être on n'a pas souligné tout à l'heure, que le FONGECIF n'achète pas des formations, le FONGECIF ne finance pas des groupes de stagiaires en formation, les FONGECIF
finance des personnes qui ont un projet d'évolution et qui, pour cela, demandent à suivre une formation en étant rémunérés. Et en ce sens, nous avons forcément une appréciation déjà d'emblée très individualisée de la formation et de la façon d'y entrer. Alors, une question d'ailleurs qui se rapporte à vous, puisque maintenant on va rentrer dans vos références à vous, dans vos démarches particulières au FONGECIF par rapport à vos publics. On demande comment on fait pour apparaître dans votre catalogue de formation. Il y a une question qui nous est posée à ce sujet au 06 32 04 34 03. Alors, il ne s'agit pas d'un catalogue de formation, mais d'un catalogue de référencement. Oui. Qu'on est censé constituer à partir du 1er janvier 2017. Alors, inutile de vous dire qu'au 1er janvier 2017, on n'aura pas un catalogue de référencement constitué. C'est quoi le principe de ce catalogue de référencement en fait, c'est de recenser l'ensemble des organismes de formation qui sont référencés. D'accord. On a une particularité. Alors d'abord, je vais dire un mot sur la posture qu'on a choisi d'adopter au FONGECIF PACA. On est vraiment dans la suite logique d'un travail qu'on a engagé depuis 2002. C'est une coopération, un mode de coopération avec les organismes de formation. On a engagé un dialogue avec eux en 2002 au travers des conventions de coopération, etc., qu'on avait mis en place à ce moment-là. Aujourd'hui, on veut intensifier ces échanges et établir un mode de relation qui va permettre de garantir plus de qualité, et vous l'avez dit tout à l'heure, pour mieux sécuriser les parcours des bénéficiaires qui s'adressent à nous. Donc, on est dans une posture d'accompagnement dans la qualité, dans un processus d'amélioration, et sur un mode de coopération, plus que dans le contrôle du respect des critères, des preuves et des indicateurs. Je vous interromps parce qu'il y a une question qui arrive. Comment s'inscrire dans ce catalogue de référencement et comment prouver qu'on est là dans le cadre d'une démarche qualité en attendant le certificat. Je prie les gens qui nous regardent de m'excuser de voir mon regard de temps en temps fuir, mais c'est parce qu'on a évidemment un écran de retour sur lequel arrivent les questions. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Au FONGECIF PACA, on a fait le choix de référencer une action de formation dans un organisme de formation sur un site géographique identifié. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble un peu présomptueux de pouvoir s'assurer de la qualité d'un organisme de formation. C'est déjà pas une mince affaire que d'évaluer la qualité d'une action de formation bien identifiée. Donc, mais ça nous semble davantage jouable, si je peux dire. Donc, ça, c'est une position un peu particulière du FONGECIF PACA. Je pense qu'elle n'est pas partagée par tout le monde. Mais donc, nous, on a fait le choix de référencer dans notre catalogue de référencement une action de formation pour un organisme, pour un site. Et donc, un organisme pourra bien sûr bénéficier du référencement de plusieurs actions de formation qu'il dispense. Ça, et ça va prendre combien de temps ? C'est-à-dire la personne qui dirige un institut de formation saura qu'il est référencé au bout de combien de temps pour la démarche ? Alors, on va mettre sur le site internet dans les tout prochains jours une procédure qui expliquera très précisément aux organismes ce qu'ils doivent faire, qui mettra à disposition de ces mêmes organismes, eh bien sûr, l'engagement qualité qu'il faudra signer s'ils souhaitent s'engager à nos côtés dans ce processus qualité, et un certain nombre de documents qui vont les aider à répondre à ces critères qualité, notamment une idée de programme pédagogique, ce qu'il doit contenir, etc. Un document sur le positionnement pédagogique qui permet d'évaluer les compétences d'une personne avant son entrée en formation, dans la perspective éventuellement d'adapter, voire de réduire
son parcours de formation. Alors on rentre un peu dans les détails avec les questions, hein. On donne priorité aux questions, hein, Gérard. Oui, bien sûr. Vous ajouterez ce que vous voulez peut-être reprendre sur les propos de Madame Bourguignon. Qu'entendez-vous par présomption simple pour les centres déjà engagés? C'est la question qu'on nous pose. C'est qu'a priori, on le redit, hein, à partir du moment où des organismes de formation se sont déjà engagés dans une démarche qui a conduit à une certification ou à un label qui est reconnu, donc en l'occurrence reconnu par le CNEFOP, la tâche, les démarches qui initient ce référencement auprès du financeur vont être simplifiées. Présomption simple, ça veut dire ça. C'est un peu l'idée. On repart pas de zéro. Vous ne recréez pas la relation à partir de zéro. Bien sûr. Alors peut-être insister sur le fait qu'il s'agit d'une liste de référencement, ce qui veut dire que, par exemple, pour le FONGECIF PACA, l'appréciation qui va permettre de dire à un organisme qu'il est référencé va se faire au fil de l'eau, au fur et à mesure que les demandes de financement pour cet organisme vont nous parvenir. Ça, c'est une autre particularité. Ça, c'est une particularité. On pense que ce serait pas très productif de se dire, bon, on va regarder, on va vite, au 1er janvier 2017, dresser la liste de tous les référencés et on va mettre tout le monde, après tout, et puis on verra bien ensuite, on fera le tri. Non. Le choix politique qui a été fait par le conseil d'administration du FONGECIF PACA a été de dire non. Si on nous confie cette mission qualité, nous financeurs, si on nous l'a confiée, on se doit de l'appréhender dans son entièreté, si j'ose dire, dans toute sa dimension. Et on ne va pas s'amuser à dresser des listes de gens référencés, d'organismes référencés, s'il n'y a pas de demande de financement à côté. Alors ce sera peut-être un petit peu fastidieux, la liste va mettre un petit peu de temps à se constituer, mais ça je pense que tous les partenaires l'auront compris, personne ne sera prêt au 1er janvier 2017. Ni l'État, ni les régions, ni la GFIP, ni le Pôle emploi, OPCA ou passif, en tout cas à ma connaissance. Et c'est à la faveur de ces demandes individuelles de financement de CIF ou de formation hors temps de travail que l'on va apprécier la qualité de ce qui nous est proposé et donc de référencer l'organisme au final. Alors le référencement, c'est très simple. On aura une liste d'organismes réputés être référencés sur notre site internet, comme tous les financeurs devront le faire. La particularité, c'est que, pour le moment, en tout cas, nous, on le fera pour un organisme correspondant à une action sur un site. Parce qu'on sait très bien qu'une action se déroulant sur plusieurs sites n'a pas forcément le même degré de qualité. Je m'empresse de dire que les administrateurs du FONGECIF PACA, en prenant cette décision, avaient conscience de la tâche qui était importante et lourde. Aussi, tous les mois, le conseil d'administration se réunira pour apprécier les dossiers qui sont présentés et apprécier la réalité de la capacité de l'organisme à dispenser une formation de qualité. Alors, on a une question, comment justement être référencé quand on est organisme de formation? OF, c'est bien organisme de formation. Absolument. Oui, tout à fait. Il suffira, alors, comme l'a rappelé Catherine Bourguignon, les précisions de la procédure, on ne va pas rentrer dans ce fastidieux, les précisions de la procédure, je m'empresse de dire que l'on veut la plus simple possible, seront sur notre site internet. Bien sûr, il y aura quelques documents à fournir, parce qu'il y a des documents qui sont d'ordre légal, réglementaire, ça c'est inévitable. Par exemple, est-ce que vous avez un numéro de déclaration d'activité? Ça paraît être le b.a.-ba, mais vous avez encore aujourd'hui... pas la peine d'aller plus loin. Ouais. Vous avez encore aujourd'hui des surprises, des organismes qui nous disent oui, mais non, j'ai oublié, je ne sais pas, peut-être je l'ai, il faut que j'aille chercher, ou bien je ne l'ai pas renouvelé parce qu'il a changé. Bon. Vous avez par exemple l'existence d'un règlement intérieur qui paraît être le b.a.-ba pour un organisme de formation. Pour beaucoup, ça l'est. Pour certains, c'est une découverte. Ils ne savaient pas qu'il fallait un règlement intérieur, comme vous pouvez trouver dans une entreprise, qui regarde un petit peu qu'est-ce qui va se passer. En même temps, c'est pas non plus quelque chose c'est pas non plus d'extraordinaire. Compliqué, quoi. Et il y aura des exemples que les organismes pourront se tourner vers des exemples. Je vous prends un autre exemple, parce qu'on a eu cet exemple récemment, je ne peux pas m'empêcher de le citer, je ne citerai pas l'organisme, un organisme à qui on demandait le programme pédagogique de la formation, ce qui paraît être la moindre des choses. Ah oui, maintenant on a même ça dans les collèges, dans les lycées. Donc on avait sous les yeux une feuille avec le nom des modules, une feuille, un A4, je précise, avec le nom des modules de la formation et le nombre d'heures. On s'est permis de lui dire, ça nous paraît un petit peu léger. On lui a même donné des exemples de comment pouvait être fait un programme pédagogique. L'organisme n'a pas voulu s'exécuter, la formation n'a pas été financée.
D'accord. Alors, on a une question là qui reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre démarche, qui est une démarche, passez-moi le terme, originale, en tout cas, qui vous est propre. Hein. On nous demande là, est-ce que le référencement effectué par le FONGECIF Provence-Alpes-Côte d'Azur est partagé avec d'autres OPCA ou passifs? Alors, c'est ça qu'il faut préciser, même si notre démarche est un petit peu, comme le disait Catherine Bourguignon, un petit peu particulière au sens où ce sera un organisme pour une action, pour un site, je m'empresse de dire que tout cela, tout le reste, si j'ose dire, va se faire en collaboration étroite, comme ça a déjà commencé il y a plusieurs mois, avec ces 21 indicateurs. La question également des contrôles, puisqu'il est prévu aussi qu'on fasse des contrôles sur pièce, sur place, sur pièce que l'on fait déjà, sur place beaucoup moins. Oui, parce qu'avant les contrôles, il y a des visites, il y a des audits, cette certification. Il y aura des visites et des audits. Il y aura des visites et des audits, a priori bien sûr. pas avant la demande de référencement, mais les choses ne sont pas figées. On est en phase de construction de cette procédure de référencement. Et la façon d'organiser ces audits, ces visites, selon comment on les appelle, va se faire de concert avec les OPCA et les OPACI. Je m'empresse de le dire. C'est pas le FONGECIF PACA qui va dire « moi, ça me chante d'aller voir tel organisme ». Peu importe si d'autres organismes ont déjà regardé un peu comment ça se passait, bien sûr, on va travailler de très près avec les autres. Et pour ça, il y a un instrument qui va nous aider, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, c'est le Datadoc. Dont certains ont entendu parler, puisque dans la presse, il y avait encore dans la presse spécialisée un article hier qui nous annonçait le Datadoc pour le 1er janvier 2017. Qu'est-ce que c'est le Datadoc? Comme son nom l'indique, un entrepôt de données. Alors, en français. On va peut-être y revenir. Oui. Quelques questions encore. Là, il y en a une importante quand même. Qu'arrivera-t-il aux organismes de formation s'ils ne parviennent pas à se faire référencer? Ça pourrait être une des premières questions qu'on aurait pu poser. C'est envisageable à ce moment-là de deux choses une. Soit on voit que c'est un organisme qui, de bonne foi, peut-être peine à fournir les documents qu'on lui demande, ou bien n'a pas compris la démarche. Nous, on pense être en démarche d'accompagnement. C'est une démarche partenariale, on pourrait presque dire. C'est une démarche partenariale. De vraiment une coopération. Donc, il s'agit, pour les organismes de formation, de faire la démonstration qu'ils s'engagent à nos côtés à dispenser une action de formation de qualité pour sécuriser le projet des personnes qui s'adressent à eux. Donc, c'est vraiment une question d'engagement. Et s'il y a des choses qui ne sont pas en capacité de nous fournir, on les aidera à construire. Donc il n'y a pas d'a priori. A priori, tout le monde doit pouvoir être référencé. Et même, ce sont des gens qui vont peut-être pouvoir s'interroger sur leur pratique et repartir sur des bases qui correspondent aux critères et aux indicateurs que vous évoquez. La volonté de s'engager à nos côtés. En tout cas, c'est l'esprit des textes, très clairement. Catherine Bourguignon le rappelait tout à l'heure. En 2002, on a lancé vers les organismes de formation des conventions de coopération qu'on les invitait à signer, où il y avait un certain nombre d'engagements réciproques. Je peux vous dire que très vite, 350 organismes avaient signé cette convention de coopération, qui était peut-être moins contraignante que ce qu'on peut trouver dans le décret au niveau des indicateurs, en tout cas dans les preuves à apporter, mais c'est le signe que les organismes joueront le jeu, à mon avis, et même s'ils trouvent ça peut-être un travail supplémentaire au niveau de dossiers à monter ou de documents. Je ne crois pas qu'il faille parler de dossiers à monter, mais plutôt d'organiser la documentation de ce que l'on fait. C'est ça une démarche qualité un petit peu. Genre, je sais ce que je fais, je sais que je le fais bien, mais on me demande, l'auditeur me demande d'organiser un peu cette documentation pour que ce soit rendu lisible. Et je pense qu'on est dans cet esprit-là. Structuré, formalisé. Alors une question qui est peut-être une question qui nous fait remonter un petit peu dans le débat. Est-ce que ce dispositif, je pense que c'est un peu ce qu'on nous demande, concerne uniquement les formations diplômantes et certifiantes ou également les formations avec une attestation professionnelle? Il n'y a pas de nécessité que la formation soit certifiante. La formation peut être qualifiante ou déboucher sur une attestation et néanmoins de qualité. Mais a priori, si j'ai l'organisme de formation, si je suis en contact avec l'organisme de formation, je me demanderais pourquoi il n'a pas fait la démarche de la certification. Voilà. Vous savez, c'est à rapprocher de l'appréciation qu'on peut faire de l'achat de formation, entre guillemets, par les entreprises. Elles ne sont pas soumises, a priori. Les organismes de formation qui dispensent de la formation directement auprès de l'entreprise, a priori, ne sont pas soumis à ce décret, à ces obligations.
sauf que ça leur est fortement conseillé pour s'assurer que les salariés qu'elles envoient en formation, elles les envoient dans des formations de qualité. Alors, vos questions toujours au 06 32 04 34 03. Les décisions que vous prendrez, si je rentre un peu dans votre organisation, c'est toujours avec ce principe paritaire, c'est en conseil d'administration que vous prenez les décisions ? Toujours une commission qui a été désignée par le conseil d'administration du FONGECIF-PACA et qui, chaque mois, va regarder les dossiers. Alors, c'est un travail facile. En même temps, vous savez, les gens qui ont des labels, des certifications, il y aura un œil certainement plus rapide, si j'ose dire, hein, puisque j'ai envie de dire, la démarche qualité ne s'arrête pas au référencement. Il y a tout ce qui se passe ensuite. Pas parce qu'on est référencé qu'on est de qualité ad vitam aeternam. Et c'est pas parce qu'on est référencé que forcément la formation va être adaptée aux besoins de la personne qui vient. Puisque je rappelle que nous, on a affaire à des individus qui font ces demandes. Donc, c'est plutôt, comme vous le soulignez, un engagement partenarial où les uns et les autres vont, en toute transparence, les uns demander de faire montre de leur exigence, qui ne sont pas d'un niveau très élevé non plus, hein, quand on lit le décret, et les autres de s'engager à regarder un petit peu comment cette qualité évolue, parce qu'on parle de qualité, il n'y a pas intrinsèquement de la qualité. La qualité, c'est une démarche, c'est quelque chose de dynamique qui sans cesse évolue. Je parlais tout à l'heure des blocs de compétences, on pourrait parler de la formation à distance, on pourrait parler de la mixité des modalités de formation, et je pense que l'appareil de formation en France a intérêt, il l'a fait déjà, il a déjà commencé, à vraiment s'adapter aux besoins du futur. Alors la compétitivité, c'est un point qui est peut-être lié à la qualité. On nous pose la question concernant les tarifs de l'offre de formation. Faudra-t-il produire un catalogue avec un tarif général ? Ce n'est pas prévu. Mais effectivement, le décret souligne que, je crois que la notion du juste prix, pour permettre aux financeurs d'être tout à fait à l'aise. Au FONGECIF-PACA, on a une longue expérience sur le sujet. Il y a très longtemps qu'on dialogue avec l'organisme de formation pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart important. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un organisme de formation qui propose une formation au secrétariat médical. Bon, ça dure tant d'heures. Le même organisme de formation, un autre organisme de formation qui n'est pas dans la région PACA, le propose la même formation en Midi-Pyrénées ou bien en Aquitaine. On se rend compte que le prix pour le même diplôme, le même nombre d'heures, est 1,5 fois celui de la région PACA. Vous pourriez inverser aussi les régions. D'où on questionne. Alors, c'est pas que l'organisme doit s'aligner forcément sur le prix pratiqué le plus bas, certainement pas, mais l'organisme se doit de justifier pourquoi ses coûts sont plus importants et le financeur sera tout à fait prêt à discuter avec lui. Oui. Ça doit se faire en toute transparence. Alors, la représentante s'engager dans un dialogue avec nous, y compris sur le coût et les durées de formation. Tout à fait. Bien sûr, c'est quelque chose de global de toute façon. La qualité ne va pas être séparée du reste. Alors, un organisme référencé RNCP nous demande si, organisme référencé RNCP pour une action de formation, est-ce qu'il rentre dans ce que vous nommez la présomption simple ? Non. Clairement, on n'est pas référencé d'ailleurs. On n'est pas référencé RNCP. Le terme est impropre, si je peux me permettre de reprendre. On fait une demande au RNCP d'être inscrit sur la liste des formations réputées au répertoire national des certifications professionnelles. C'est une certification. Et ce sont des certifications. Ça ne dédouane pas de faire sa demande de référencement auprès de chaque financeur quand on appelle les financements d'un financeur. Voilà, question précise, réponse précise. Les financements vont-ils être suspendus pendant la période transitoire ? C'est la question qu'on pose, que je vois arriver là sur l'écran. Étonnement. Période transitoire, suspension de financement, je comprends pas trop la question. C'est peut-être la période avant que le référencement soit accordé. Non. Si je peux intervenir, il faut bien comprendre qu'il va y avoir une procédure de référencement dans les conditions qu'on a évoquées avant. Et ce qui fait l'objet d'une demande de financement, c'est un projet porté par une personne qui prévoit une action de formation. Donc, ce que le FONGECIF finance, ce n'est pas l'organisme, mais c'est le projet de la personne
dans laquelle va s'inscrire la formation. Donc en fait, tout le processus de qualité qu'on est en train d'évoquer ne va pas faire prendre du retard à des financements de formation. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Non, il n'y a aucune raison. Le référencement d'un organisme de formation sera-t-il partagé avec les FONGECIF des autres régions? Bien sûr, bien sûr. Alors partager, ça veut dire quoi? Encore une fois, il faut revenir au décret, c'est chaque financeur. Les FONGECIF aujourd'hui sont autant de financeurs que de FONGECIF, comme les OPCA sont autant de financeurs que d'OPCA. Donc ça, il faut bien le comprendre. Mais notre volonté n'est pas, nous, de nous acharner sur une appréciation pour un organisme de formation. Si on voit que, comme on partage beaucoup dans le réseau des FONGECIF, il est référencé dans une autre région, bien sûr, on va s'interroger et on va prendre, langue, comme on dit, avec l'autre FONGECIF, pour pouvoir porter notre appréciation. Notre intérêt, c'est vraiment d'avancer de concert. Et je voudrais dire à ce propos que le réseau des FONGECIF est relativement bien organisé sur ce plan-là, puisqu'il y a un chantier national qu'on appelle le chantier A. Il y a 3 chantiers A, B, C, c'est le A, qui se réunit ici à Marseille. D'ailleurs, l'ensemble des présidences des FONGECIF et directions des FONGECIF se réunissent à Marseille les 1er et 2 décembre pour un séminaire national. Ce chantier A sera nourri des travaux des uns et des autres. Et bien sûr que nous allons mettre en place des choses pour harmoniser et s'ajuster entre les différents financeurs pour éviter ce que les organismes qui seraient détestables pour eux et pour le bénéficiaire aussi, c'est que dans une région vous êtes apprécié comme pouvant faire de la qualité, dans une autre région ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le but recherché. Alors une question également qui arrive. Bonjour, comment réduire des parcours de formation lorsque le référentiel du diplôme impose un nombre d'heures minimum, d'heures de formation minimum, l'exemple des BTS. Vous voulez répondre? L'exemple des BTS. Alors, ça, c'est une question qu'on entend pour ma part depuis maintenant presque 15 ans. Donc, il n'y a rien de nouveau. On se rend compte que les référentiels sont construits pour la formation professionnelle initiale, la formation initiale. Oui. Peu prévoit la formation continue. Ça, c'est une première chose, un premier constat. Et d'autre part, la disparité ou l'écart entre les deux tient au fait qu'un adulte en formation continue ne sort pas de l'école, il a acquis un certain nombre de savoir-faire dans ses expériences professionnelles antérieures, et on demande aux organismes de tenir le plus possible compte de ces expériences antérieures. Donc les choses doivent évoluer. Elles ont évolué notamment lors de la mise en place de la VAE. Et voilà, la validation des acquis de l'expérience. Donc voilà, les choses sont en train de changer. Et là aussi, il faudra que les choses évoluent au niveau des textes officiels. Pour enchérir ce que dit Catherine Morignon, un bon exemple, c'est les bacs pro, qui sont des référentiels qui sont adaptés à la formation initiale, qui n'ont guère évolué, et sur lesquels vous pouvez lire que la période de stage en entreprise doit être de 16 semaines. Mais en cas de raison d'expérience professionnelle, cette période peut être réduite en fonction de l'activité du candidat précédente, etc. Et ça, on demande aux organismes, c'est vrai que ça demande un effort, d'adapter tout le temps, sans cesse, l'offre de formation. On ne parle que des durées, mais on peut parler aussi de suivi, d'individualisation. Le décret parle très bien d'adaptation pédagogique, je relis, l'adaptation, l'identification précise des objectifs de la formation, à son adaptation au public formé. Vous avez tout dit. Et nous, on milite pour que, c'est pas pour embêter l'organisme, c'est pour essayer de... Quand vous financez une formation, le FONGECIF, vous avez à peu près un quart, le coût d'un dossier, environ 20 000 €, en gros, c'est à peu près homogène sur le territoire en France. Sur 20 000 €, vous avez environ un quart, un quart qui est consacré au coût de la formation. Le reste, c'est du salaire, de la rémunération. Il est bien évident qu'on a un œil très attentif sur cet aspect-là, puisque ce qui sera de durée moindre coûtera moins cher finalement au FONGECIF. Mais pourquoi ? Pour pouvoir faire bénéficier un autre candidat
de ces financements économisés, entre guillemets. Alors vous parliez tout à l'heure des différents partenaires de la formation, on a évoqué le conseil régional, là il y a une question qui concerne le conseil régional. Quel lien avec la démarche qualité régionale, performance vers l'emploi, qui est le nouveau référentiel qualité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Un lien très fort. Un lien très fort. Nous avons beaucoup travaillé avec l'ancienne mandature sur la démarche réseau. La nouvelle mandature en région a souhaité modifier ce label, qui est un label régional, qui n'a pas été reconnu par le CNEFOP, et la région, à juste titre, souhaite le faire reconnaître par le CNEFOP. Et nous travaillons notamment au niveau du CREFOP, Comité régional, emploi, formation, l'orientation professionnelle. Le R ou le N professionnelle. qui change. Voilà, exactement. Le N, c'était national, le R, c'est régional. Où là aussi est présente la gouvernance au niveau régional de tout ce qui concerne l'emploi et la formation. On a eu l'occasion de présenter notre démarche qualité, telle qu'on le fait aujourd'hui, mais de manière un peu plus détaillée, dans une commission, la commission qualité du CREFOP. Ça a été apprécié. Ça pose aussi des questions, parce que vous imaginez que l'homogénéité n'est pas forcément au rendez-vous quand on a affaire à un gros financeur tel que la région, qui achète de la formation, qui est dans un acte d'achat réellement. Donc il faut que ce dialogue s'instaure. On a rendez-vous très bientôt, le FONGECIF PACA, avec les services de la région, pour pouvoir exposer un peu plus finement notre approche et voir comment on peut répondre aux souhaits de la région, que tous les financeurs, bien sûr, se mettent derrière un label unique, comme ça a été fort bien fait en Languedoc-Roussillon, avec le label désormais Occitanie. Qui est désormais Occitanie. Oui. En tout cas, à partir du 1er janvier 2007 pour les FONGECIF. Alors, quelle est la position du FONGECIF par rapport à l'enseignement à distance? C'est une question qui était posée. Le FONGECIF PACA a pris une décision audacieuse. Le conseil d'administration a souhaité répondre à une demande qui maintenant est celle d'organismes de formation depuis plusieurs années, qui est de nous dire engagez-vous plus, en quelque sorte, sur le financement de formation à distance qui, jusqu'à cette décision, était simplement la prise en charge du coût de formation, à condition qu'il y ait un regroupement de quelques jours, voire plus, et on prend en charge les salaires, pour rentrer un peu dans la cuisine, le temps du regroupement. On s'est dit, on est dans un monde qui bouge, la formation est un monde qui bouge, il y a des choses à distance qui se font très bien, il n'y a pas de raison de priver les bénéficiaires et de priver l'offre de formation de cette opportunité apportée par un décret sur la FOAD, la formation à distance, en juillet 2015, je ne sais plus si j'ai la bonne date en tête, ou c'était même plus tôt que ça, de profiter de ce décret sur la FOAD, qui est intéressant parce qu'il remplace l'appréciation que l'on peut faire, que l'on connaît bien, attestation de présence, il la remplace par une attestation d'assiduité, ce qui est un petit peu plus fin comme approche, mais qui va être plus exigeant aussi pour les organismes de formation, je m'empresse de le dire, parce qu'avec un protocole individuel de formation, il va falloir découper précisément le déroulé de la formation pour attester que des jalons ont été atteints au fur et à mesure du parcours de formation, ce qui va nécessiter beaucoup de discussions sur l'ingénierie pédagogique et encore une fois sur le suivi individualisé, bien sûr, parce qu'il n'y a rien de tel que les formations à distance pour faire, le gros danger, si vous voulez, c'est l'abandon des personnes dans ces formations et qui risque de décourager plutôt que d'encourager. Donc la décision qui a été prise très clairement, c'est de s'engager. Le conseil d'administration FONGECIF PACA s'est engagé à partir de 2017 à regarder précisément l'offre de formation à distance en considérant que la personne, si elle s'absente de son poste de travail pour pouvoir suivre la formation à distance, elle n'est pas forcément dans un centre de formation, elle n'est pas forcément tout le temps avec un formateur, et ça, ce sera pris en compte au niveau de la rémunération. C'est une avancée indéniable. Maintenant, ce sera aussi une aventure et on compte bien sur les organismes de formation pour être des partenaires avec nous sur cette nouvelle modalité de financement. Et ce qui montre que la formation évolue et qu'on n'est pas forcément resté sur des concepts, le présentiel ou le... Voilà. Alors, il y a une question sur la durée de ce référencement aussi. Pour combien de temps? Lorsqu'un référencement sur une action, sur un lieu pour un OF est délivré par le FONGECIF, quelle en est la durée? Alors, c'est une question qu'on s'est posée et qui a soulevé quelques... débat, parce que c'est pas simple de déterminer, surtout avec cette période de mise en place du processus, si on part sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans, voilà. Donc on a fait le choix de la prudence et donc on est parti sur une durée de 3 ans dans les médias.
Parfait. Écoutez, là, on a répondu à beaucoup de questions sur les thèmes que nous évoquions. Et Gérard Goron m'avait dit, mais il faut qu'on parle du Datadoc. Alors, c'est le moment. Le moment est venu de parler du Datadoc. Je crois qu'on a vous avez une vidéo. images. On regarde la vidéo d'abord et on en reparle après. Alors, fait. le film, s'il vous plaît. Le référencement des organismes de formation. Comment ça marche? La loi du 5 mars 2014 confie à tous les financeurs de la formation professionnelle le suivi et le contrôle de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent. Pour aider les financeurs à déterminer si un organisme de formation propose une offre de formation de qualité, le décret du 30 juin 2015 répertorie 6 critères concernant notamment la qualification des formateurs ou le programme de formation. Dès janvier 2017, tous les organismes de formation devront obligatoirement être conformes à ces critères afin d'être référencés par les financeurs et de bénéficier d'une prise en charge de leur formation. Pour éviter que plusieurs financeurs vérifient la conformité d'un même organisme de formation, les financeurs ont décidé de travailler collectivement et de créer une base de données unique accessible à tous les organismes de formation. Pour cela, ils sont passés par 3 étapes. D'abord, ils ont décliné les 6 critères en indicateurs de qualité précis et faciles à comprendre. Ces indicateurs se présentent sous la forme de questions comme « Avez-vous un programme détaillé de votre offre ?» et permettent de créer un langage commun. Ils sont les mêmes pour tous, ce qui permet d'assurer un traitement équitable. Ensuite, ils ont déterminé les éléments de preuve à fournir pour chaque indicateur, c'est-à-dire les pièces justificatives à transmettre. Enfin, ils ont développé un outil commun de partage d'informations nommé Datadoc. Cet outil permet à un organisme de formation de répondre facilement en ligne aux différentes questions et de déposer directement les preuves associées. Par exemple, s'il répond oui à la question « Avez-vous un programme détaillé de votre offre ?», il doit insérer dans l'outil un exemple de catalogue présentant ses formations ou renvoyer vers une page web. Les éléments sont ensuite visibles par l'ensemble des financeurs. Dès qu'un des financeurs déclare qu'il est conforme, l'information est transmise automatiquement aux autres financeurs. Chaque financeur peut ensuite choisir les organismes de formation avec lesquels il souhaite travailler et les intégrer dans son propre catalogue de référencement. Cette démarche collective, qui vise notamment à accompagner les organismes de formation dans leur mise en conformité, est soutenue par la DGEFP et s'intègre dans les travaux menés par le COPANEF. Être conforme aux critères permet aux organismes de formation de gagner en crédibilité. Les organismes de formation ont donc tout intérêt à rassembler dès maintenant les éléments de preuve qu'ils devront déposer dans le Datadoc dès son ouverture en janvier 2017. Tout ce qu'on vient de voir, mais on a l'impression que c'est bien parce qu'en fait, il y a un travail à faire en amont et puis après, en définitive, on est dans une banque de données qui va pouvoir servir à tout le monde et derrière, c'est peut-être juste une mise à jour comme son nom l'indique, un entrepôt de données qui va permettre aux organismes de ne pas multiplier les dossiers et d'envoyer des documents à droite et à gauche. Là, avec cet entrepôt de données, l'organisme va pouvoir faire en une seule fois le dépôt du document qui est demandé et il aura aussi des indications précises sur les indicateurs qui permettent d'apprécier la preuve de ce qui est présenté. Et je trouve cette initiative menée par le COPANEF à travers le fonds paritaire, le chantier A pour nous, pour les fonds GESIF, extrêmement intéressante parce que c'est la preuve. Alors c'est une opération, il y a un GIE, c'est un groupement d'intérêts d'entreprise, c'est quelque chose de sérieux que les OPACIF et les OPCA vont financer. Puis il y a l'État, j'ai entendu DGEFP quelque part, c'est et ça. La DGEFP qui soutient cette initiative, je trouve qu'on est vraiment... la direction de l'emploi et de la formation professionnelle. La direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, je trouve qu'on est vraiment dans une démarche construite des acteurs. Et la bonne nouvelle, c'est que Pôle emploi s'intéresse aussi à ce Datadoc et pourquoi pas bientôt les régions. Je pense que quand le système va se mettre en place, on nous le promet pour le 1er janvier 2017. Je pense qu'on tiendra les délais. Et je pense qu'on aura prouvé que... en tout cas, pour le démarrage, on est capable de se mettre d'accord pour faciliter la tâche aux organismes de formation. Alors c'est quand même un effort de transparence que vous leur demandez, parce que l'organisme de formation qui disait « je vis heureux, je vis caché », c'est un peu fini ça.
C'est un peu fini maintenant. Vous savez, quand vous regardez les critères du décret, encore une fois, j'insiste, ce ne sont pas des choses monstrueuses qui sont demandées, c'est vraiment à la portée de tous. Simplement, il y a un effort de formalisation, de cohérence à faire, c'est vrai. Il faudra un petit peu écrire, certainement, pour certains qui ne sont pas prêts dans cette démarche. Mais je pense que, comme le dit très bien la voix dans la vidéo à la fin, ça ne peut qu'apporter de la crédibilité, surtout dans un monde de la formation professionnelle continue qui est sans cesse qui fait l'objet d'attaques un petit peu faciles sur la qualité des formations, sur est-ce que ça va à ceux qui en ont besoin, etc. Vous connaissez ça. Est-ce qu'il n'y a pas Vous l'avez rappelé au début de l'émission. Ça ne peut faire que du bien à tout le monde. Alors, il y a un truisme qu'on n'a pas rappelé au début de l'émission, mais qui est peut-être quand même aussi une réalité, c'est l'absentéisme dans la formation. Est-ce que quelque part ce dispositif peut faire en sorte qu'on arrive à des formations qui soient plus suivies ? Alors il y a déjà des expérimentations qui sont en cours sous l'égide de la DGEFP avec certains OPCA, je ne rentrerai pas dans les détails. Notre volonté, nous, c'est quand on rencontrera prochainement la DGEFP pour la négociation de notre convention d'objectifs et de moyens, qui est un peu le contrat passé avec l'État pour l'activité, pour les 3 ans, on compte accentuer sur l'effort de dématérialisation. Et notamment sur ces questions d'attestation de présence, quand la formation est en présentiel, les questions de notification, la circulation des documents, qui très vite peuvent devenir un petit peu pléthoriques, et on compte bien évoluer dans cette voie-là. Sur l'absentéisme, je pense que de plus en plus, mais la loi travail a ouvert la voie avec le contrat de professionnalisation sur le sujet, on arrivera à apprécier des parcours avec des forfaits, plutôt que de s'en tenir à leurs stagiaires, dont tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est un peu court pour apprécier la durée d'une formation. On dit toujours qu'il y a beaucoup d'organismes de formation. Là, je meuble et je vous pose un peu des questions. On va rentrer dans notre système parce que je ne vois pas trop de questions arriver sur le Datadog. Donc peut-être qu'on va laisser un peu quand même le temps à nos amis qui sont en face de poser ces questions. Si je me fais l'avocat du diable, on sait tous qu'il y a beaucoup d'organismes de formation. Est-ce que finalement, on ne peut pas voir aussi arriver des nouveaux entrants grâce à ce système-là, des gens qui disent finalement, là, on est sur une démarche très professionnalisée, ça me plaît bien, j'arrive. Mais certainement. Et je pense que si c'est un effet... Ce n'est pas quelque chose qu'on a observé, en tout cas qu'on a entendu autour de nous, mais si c'est un effet de donner envie à des gens qui ont des compétences en termes de formation, j'ai parlé tout à l'heure de formation qui n'existe pas pour des métiers identifiés, c'est quand même dommage. Les entreprises ont des besoins en compétences, la formation n'existe pas encore. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, et ça peut permettre à des organismes d'arriver sur un marché en toute sécurité parce que les règles du jeu ont été beaucoup plus claires et seront allées au-delà d'une simple déclaration auprès des services de l'État qu'on appelle déclaration d'activité. Au moment où on parle beaucoup de simplification, de certains hommes politiques même de débureaucratisation, c'est pas chronophage ce système-là, c'est pas fait pour perdre du temps, pour alourdir des démarches. Il faudra être prudent. Vous nous convainquez une fois de plus sur ce point-là. Il faudra être prudent, ça peut devenir effectivement une démarche chronophage, c'est pas notre souhait du tout. Là, je parle au niveau des gens qui ont travaillé sur ce Datadog. C'est vraiment pas notre souhait. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas préparés, il y aura un petit cap à passer de formalisation, on l'a dit tout à l'heure, mais ça ne peut encore une fois que se retourner positivement sur l'offre de formation. Et je pense que c'est vers cela qu'on va. Surtout pas de complexité, même si ça amène une contrainte supplémentaire pour certains, c'est vrai, et pour d'autres de se mettre un peu plus en conformité, mais c'est vraiment pas l'effet recherché. Et tant mieux s'il y a de nouvelles compétences, et on espère bien que dans le processus, on arrivera à simplifier au fur et à mesure les choses. Alors vous voyez, les questions arrivent. Donc, dans le Datadog, est-ce que c'est l'organisme de formation ou une action de formation spécifique qui sera référencée ? Le Datadog n'est pas un outil de référencement. Le Datadog, il faut bien comprendre que c'est une base de données. C'est un entrepôt de données, voilà, on a dit tout à l'heure. Où les référenceurs vont aller piocher pour déterminer le référencement ou pas d'un organisme. Nous, on va s'intéresser à l'action de formation dans l'organisme, donc on a une procédure un peu particulière, donc on sera amené aussi à les piocher et probablement à demander des informations complémentaires à l'organisme, ou alors des informations complémentaires que nous trouverons à l'occasion de la demande
de financement fait par quelqu'un qui souhaite bénéficier d'un CIF ou d'une formation hors temps de travail. Nouvelle question, si on travaille avec plusieurs OPCA, comment choisir celui qui examinera le dossier dans le Datadoc? Ah ben c'est pas l'organisme qui va choisir. C'est pas l'organisme qui choisira. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, hein, encore. Hein, mais certainement. Le champ ouvert par cette question de la qualité est énorme, c'est vrai. Et c'est un champ qui est passionnant, parce que si tout le monde joue le jeu, je pense que tout le monde doit en sortir grandi. Les financeurs en ayant l'assurance de financer des choses de qualité, les organismes de formation en étant reconnus plus qu'ils ne sont aujourd'hui sur la qualité de ce qu'ils dispensent. Alors on est presque sur les phrases conclusives là, hein, et puis on arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais d'abord vous remercier parce que c'était un peu une démarche nouvelle, d'abord pour M-Provence, peut-être pour le FONGECIF également, mais Gérard Goron, Catherine Bourguignon, la suite ça va être quoi alors? On continue à communiquer de cette façon-là? On espère bien, avec ce premier webinaire, prendre l'habitude de communiquer de cette façon, parce que je pense que je disais au début de l'émission, le public attend ça, les entreprises attendent ça. On sait qu'on est sur un tissu d'entreprises, il y a 95 000 entreprises en région PACA, pour ne parler que de la région PACA, ce sont des petites entreprises. Comment toucher les chefs d'entreprise et les intéresser aux bénéfices qu'ils peuvent avoir, eux, à s'intéresser aux dispositifs de formation, bilan de compétences, ils en sont très loin. Et je pense que c'est un dispositif de massification, je reparle du webinaire, de massification de l'information dont il ne faut pas abuser. Il faudra regarder les durées, peut-être il faudra être prudent là-dessus, il faudra regarder les fréquences, il faudra aussi arriver à toucher les personnes qui, le jour J, peuvent se connecter. Mais je pense aussi que le fait qu'on mette ce genre d'émission à disposition ensuite en différé sur la chaîne YouTube, par exemple, ou sur M-Provence, est de nature vraiment à permettre une information plus importante et au plus près du terrain, au plus près des personnes. Et ça, c'est une urgence. Et puis on demande aux organismes de formation de s'adapter. Nous, on fait la démonstration qu'on s'adapte aussi. Merci. Et en tout cas, cette émission, puisque c'est une émission, merci à vous, sera donc pendant encore quelques temps sur nos différents sites, le site du FONGECIF, le site de M-Provence, bien entendu. On évoquera d'autres questions. Vous voyez, il y avait des questions qui arrivaient, la confidentialité de ce qu'on trouve sur le Datadoc. On aura l'occasion d'en reparler certainement. Merci de nous avoir accueillis au FONGECIF pour cette première. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci.